Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au deuxième cours de l'atelier d'aujourd'hui sous le nom Business Plan. Donc, dans ce cours, vous apprendrez le pourquoi lancez-vous ce projet, mais aussi pourquoi les prospects achèteraient vos produits ou services, le quand, quel planning, quelle est la durée de la prestation, y a-t-il de la récurrence, le où allez-vous implanter, où allez-vous vendre, quel est votre circuit de distribution et enfin le combien, quelle est votre politique tarifaire, de combien d'argent avez-vous besoin. Veuillez m'excuser, tout cela avec le Dr Abdelwahab Tajbari, membre du corps professoral de l'Université Midoshen. Accordons maintenant la parole à Dr Abdelwahab. Dr Abdelwahab, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre atelier. Merci, notre collègue Malek. Bonjour, chers participants. Jumu'ah Mubaraka, Inch'Allah. Bienvenue au deuxième jour de notre formation sur le business plan. Comme nous avons dit hier que le business plan, c'est un document de référence qui décrit en détail le projet entrepreneurial destiné généralement aux investisseurs, aux business angels, même les institutions financières telles que les banques, etc., les institutions d'accompagnement. Et le business plan, comme une feuille de route de projet, sert à planifier bien les activités de notre projet et à une vision bien détaillée de tous les détails de notre projet. Donc, revenons au sommaire de cet atelier. Donc, ça, c'est à peu près le sommaire de ce qu'on a fait. Hier, on a fait le qui, le quoi et le comment. Le qui, c'est qui sont les différents acteurs contribuant à votre projet. Nous avons vu le personne morale, les partenaires, l'équipe. Le quoi, hein, quel produit ou service, bien la valeur ajoutée de votre projet. Le comment, quelles sont vos méthodes de production, de vente, etc. Nous avons vu le plan commercial, les 4 P, Product, Price, Place and Promotion. Et aujourd'hui, on va essayer de voir le reste, le pourquoi, le quand et le où et le combien. Donc, directement, on va passer à le comment. Bien le pourquoi. Hein. Donc, le pourquoi, hein, ça c'est les questions, pourquoi vous aimerez votre business plan, c'est sûrement la question la plus originale de ce questionnaire. Celle-ci est abordée de façon sous-jacente dans les autres parties de ce document, mais c'est le moyen de faire le point sur la réelle motivation du groupe de projet et des collaborateurs, hein, ce qu'on a appelé hier l'équipe de projet, du choix du produit ou du service, du client à acheter vos produits ou vos services, l'âge, le sexe, la classe sociale, le groupe de référence, les zones géographiques, etc. Et bien évidemment, les investisseurs. Les motivations du groupe projet et des premiers collaborateurs. Dans le parti qui de ce document, vous avez déjà été sollicité pour répondre sur les motivations du fondateur et des actionnaires du groupe projet. Néanmoins, essayez de développer ces motivations. Par exemple, pourquoi avez-vous choisi de travailler ensemble? Hein, quel est le motif de travailler ensemble? Quel est votre objectif ultime? Vous créez un emploi, devenir riche, devenir votre propre patron, etc. Souhaitez-vous garder votre entreprise longtemps? Avez-vous dans l'idée de revendre votre entreprise à court ou moyen terme? Si oui, dans combien de temps? Généralement, dans les startups, il y a une remarque. Dans le management, parmi les objectifs de l'entreprise, ou bien le but des entreprises, c'est la croissance et la continuité. Mais généralement, dans les startups, par exemple, l'objectif, ce n'est pas la continuité ou bien juste lorsque la valeur du marché dans notre entreprise va augmenter.
il est prêt de vendre cette entreprise et de lancer un autre projet. Donc, le paradigme ou bien la logique va changer avec le temps. Quelles sont les motivations de l'équipe qui vous a rejoint? Pourquoi ont-ils choisi votre entreprise? Ont-ils adhéré au projet? Sont-ils juste présents car vous offrez un emploi? Je parle ici sur ce qu'on appelle l'implication des personnels. Est-ce que les gens qui travaillent avec vous sont impliqués avec vous? Partagent-ils les mêmes valeurs que les fondateurs? C'est très important, le partage. Ça, c'est ce qu'on appelle la culture de l'entreprise, ou le corporate culture. Est-ce que les personnels partagent les mêmes valeurs que les fondateurs, par exemple? Maintenant, on passe. Le B, c'est les motivations du choix du produit ou du service. La question que vous poseront sûrement les investisseurs sera celle-ci. Pourquoi les consommateurs, c'est-à-dire vos clients potentiels, voudraient-ils acheter vos produits ou services? D'autre façon, c'est quelle est votre valeur ajoutée? En fait, c'est une façon de faire la synthèse entre la présentation de votre offre des produits ou de services, votre politique de prix, votre politique de service et votre étude de marché. En moins de 3 lignes, 45 mots à peu près, présentez les arguments chocs qui font que votre offre est en adéquation avec les besoins du marché et que la politique que vous allez mettre en place sera suffisamment attractive pour que vous puissiez trouver de nouveaux clients et ainsi engendrer du chiffre d'affaires. Cette synthèse répondait à la question « Pourquoi voudrait-on travailler avec vous ?» Maintenant, les motivations des clients à acheter vos produits ou vos services. Normalement, votre étude de marché a démontré que votre offre de produits ou services pouvait combler une attente du marché. Étudiez plus précisément quelles sont les motivations qu'auraient vos futurs clients, pourquoi ont-ils besoin de votre offre de produits ou de services, répond-elle à un besoin exprimé, comble-t-elle un manque dans votre secteur d'activité, joue-t-elle sur l'aspect nouveauté et dans ce cas, la motivation sera-t-elle durable, est-elle en adéquation avec la transformation des valeurs des habitants du pays, de la région dans laquelle vous souhaitez vous implanter? Cette motivation vous semble-t-elle pérenne? Si oui, pourquoi? Cette motivation risque-t-elle d'évoluer? Si oui, avez-vous pensé, vous aussi, à l'évolution de votre offre? Donc, ça, c'est des questions qui concernent les motivations des clients à acheter vos produits ou vos services. Maintenant, les motivations présumées des investisseurs. C'est l'autre côté, les investisseurs. Nous avons vu les consommateurs et les acheteurs, et l'autre côté, c'est les investisseurs. Enfin, voici un chapitre qui va vous demander de vous permettre ou de vous mettre à la place des investisseurs. Pour cela, vous devez présumer des motivations des investisseurs que vous allez rencontrer. Néanmoins, cet exercice va vous permettre de regarder votre projet avec un œil nouveau. Nous vous conseillons d'aborder cette thématique après un repos intellectuel pendant lequel vous n'aurez pas travaillé sur votre projet. Donc, essayez d'avoir un repos avant d'engager dans cette aventure. À la question « Pourquoi investirez-je sur ce projet ?» Vous devez donc trouver les réponses les plus pertinentes d'après vous. Cochez les raisons citées ci-dessous. Donc, nous avons un test. On va compter les réponses et à la fin, nous avons le résultat. Donc, car votre projet, par exemple, se focalise sur un marché en forte expansion et que les investisseurs pourraient revendre leur part très rapidement, moins de 3 ans, en faisant une grosse plus-value. Est-ce que oui ou non? Car la marge dégagée sur votre projet permettrait un versement de dividendes élevé. Est-ce que c'est oui ou non? Car le projet répond à une problématique sociale actuelle, parce qu'il pourrait avoir une synergie entre votre projet et des entreprises détenues par les investisseurs.
parce que vous avez déjà réussi dans le montage d'une société faisant appel à des investisseurs et que le retour sur investissement des financiers a été au-delà de leur espérance initiale, car l'idée est si novatrice qu'il faut absolument investir dessus, car vous et votre équipe dégagent une telle énergie que vous inspirez confiance, car vous avez intégré dans votre équipe des personnes connues médiatiquement et que cela favorisera la communication vers les médias, parce que vous et votre équipe avez beaucoup investi financièrement sur vos biens personnels. Si vous avez coché moins de 4 cases parmi les questions posées, êtes-vous certain que vous allez attirer des financiers? Donc, essayez de répondre à ces questions et comptez les réponses oui. Et si vous avez coché moins de 4, êtes-vous certain que vous allez attirer des financiers? Donc, essayez de réviser votre plan d'affaires. Maintenant, on passe aux 5e question, quand, hein, le timing, si vous voulez, hein, le timing. L'objectif de ce chapitre est de positionner votre projet dans le temps, de sa mise en œuvre et à son exploitation. Par ailleurs, vous aborderez aussi les 2 périodes phares pour les investisseurs, le déblocage de fonds et leur remboursement. Enfin, vous déterminerez le cycle d'achat de vos produits ou services. Premièrement, mise en œuvre du projet. Remplissez tout d'abord le tableau suivant afin d'évaluer le planning de mise en œuvre. Ce tableau sera ensuite retravaillé par un diagramme de perte ou de vente. Les éléments de temps, entre parenthèses, le diagramme de perte et de vente, c'est de la recherche opérationnelle. Perte CPM, c'est Critical Path Method. Et Gantt, c'est un graphe qui démontre ou bien qui montre les activités simultanées et essayer de programmer le projet. Donc, nous avons l'item, c'est juridique. La moyenne est votre projet. Donc, essayez de remplir la colonne à droite. Donc, concernant le juridique, création de la structure, choix de la forme juridique, rédaction des statuts, rédaction du pacte d'actionnaire, formalité auprès des greffes. Donc, ça à peu près prend entre 1 et 2 mois. Le vôtre, combien il prend? Formalité dans le cas d'une structure demandant un agrément local, par exemple la municipalité, de la préfecture, ou bien ministériel, ou bien gouvernemental, dans les grands projets, par exemple, recherche de locaux. La deuxième, ça prend entre 1 et 3 mois. Recherche de locaux entre 1 mois et 6 mois. Dépôt de brevet, ça prend du temps, 18 mois entre les dépôts et sa publication, hein, ça prend du temps. Dépôt de la marque entre 1 et 2 mois. Autorisation de mise sur le marché, hein, réservation du nom du domaine Internet dans l'immédiat. Donc, ça c'est le timing, ça c'est le moyen et il faut remplir qu'est-ce que nécessite votre projet. Réflexion préalable, étude de marché entre 1 et 4 mois, hein, ça c'est la durée de l'étude du marché, étude de concurrence 1 et 2 mois, rédaction du business plan entre 1 et 2 mois, réflexion sur les valeurs de l'entreprise, 1 mois. Ce qui concerne l'investissement de base, matériel de production suivant la technicité de ceci, achat des matières premières, fourniture aménagement des bureaux y compris travaux éventuels entre 1 et 2 mois. Ce qui concerne les ressources humaines, le recrutement des collaborateurs clés, ça prend entre 1 et 6 mois. Formation des collaborateurs clés entre 1 et 2 mois. Détermination de la politique de ressources humaines. Et puis, nous avons... Oui? Vous avez changé de diapo? Oui. Attends. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On est toujours sur le diapo de pourquoi. Attends, je vais changer. Attends, je vais arrêter de partager à nouveau. Hein.
Est-ce que l'écran est partagé? Oui, mais on est toujours sur le diapo de pourquoi. Attends. Je vais arrêter le partage et partage encore une fois. Voilà, elle marche maintenant. Très bien. Donc, j'essayais de répéter. Donc, maintenant, on passe au con. Hein. C'est notre cinquième question. Donc, l'objectif, c'est de positionner votre projet dans le temps, hein, le timing de sa mise en œuvre à son exploitation. Par ailleurs, vous aborderez aussi les deux prioritaires pour les investisseurs, le déblocage de fonds et le remboursement. Enfin, vous déterminerez le cycle d'achat de vos produits ou services. Premièrement, on va commencer par la mise en œuvre du projet. On va essayer de remplir tout d'abord le tableau suivant afin d'évaluer le planning de mise en œuvre. Ce tableau sera ensuite retravaillé par un diagramme de pertes ou de comptes. Donc, on a dit que les pertes et comptes, c'est des outils de recherche opérationnelle, de la programmation linéaire, perte et critical path method. Donc, les éléments de temps sont, nous avons premièrement tout ce qui est juridique, la création de la structure, choix de la forme juridique, soit SARL, soit EURL, SPA, SNC, etc. La rédaction des statuts, rédaction du pacte d'actionnaires, formalité auprès des grèves, les frais de notaire, etc. Ça prend entre 1 et 2 mois. Les formalités dans le cas de structure demandant un agrément, soit agrément local ou bien ministériel, hein, des fois national, hein, dans les grands projets. Donc, ça prend entre 1 à 3 mois. Recherche de locaux entre 1 et 6 mois. Dépôt des brevets, ça prend beaucoup de temps, hein, 18 mois entre le dépôt et sa publication. Dépôt de la marque, entre 1 et 2 mois. Autorisation de mise sur le marché et réservation du nom de domaine Internet, c'est dans les guides. Donc, juste, vous créez le site, payez les frais d'hébergement, le service fait. Donc, essayez de remplacer la colonne à droite. Ça, c'est la moyenne. Et essayez d'estimer concernant votre projet. Les réflexions préalables, études de marché, ça prend entre 1 et 4 mois. Étude de la concurrence entre 1 et 2 mois. Rédaction du business plan entre 1 et 2 mois. Réflexion sur les valeurs de l'entreprise, ça prend 1 mois. Essayez d'estimer votre projet. Hein. Investissement de base matériel de production suivant la technicité de ceux-ci. Achat des matières premières, fourniture, aménagement des bureaux, y compris travaux éventuels, entre 1 et 2 mois. Les ressources humaines, recrutement prend entre 1 et 6 mois. Formation des collaborateurs, hein, il faut le former, entre 1 et 2 mois. Détermination de la politique des ressources humaines. Choix des canaux de vente, ce qui concerne la politique de distribution. Recrutement des commerciaux, sélection indépendants, négociation avec des distributeurs. Ce qui concerne la mise en place des outils de communication, création d'identité graphique et sonore, ça prend 1 mois. Création du site internet institutionnel aussi prend 1 mois aussi, au moyen, bien sûr c'est la moyenne. Hein. Création de la boutique en ligne entre 1 et 2 mois. Formalisation du dossier de presse et de son premier communiqué. Sélection des journalistes, 1 mois. Détermination du budget communication et des actions à réaliser. Et il y a des dates clés. Par exemple, finalisation de l'offre, une fois son action, vous aurez beaucoup de mal à réparer les erreurs d'une offre mal. Finalisation des offres de services associés, déblocage des capitaux des actionnaires, date idéale pour lancer le projet. Et bien sûr, il y a d'autres contraintes de temps. Donc, essayez de remplir ce tableau et voici à peu près la moyenne de chaque détail. Bien évidemment, certaines actions peuvent s'effectuer simultanément
surtout si vous travaillez en équipe. Vous notez ici que certains éléments sont bloquants et ne peuvent s'effectuer que de façon chronologique. Par exemple, vous ne pouvez pas définir votre communication qu'une fois l'offre de produit ou service finalisée. Vous devez indiquer ensuite ces différents éléments dans un diagramme de perte. Le diagramme de perte et le diagramme de Gantt, ce sont des outils de recherche opérationnelle, de programmation linéaire, ce sont des outils mathématiques si vous voulez. Le diagramme de perte va permettre d'abord d'ordonner vos tâches entre elles et de fixer des jalons temporels. Il est souvent utilisé avec un diagramme de Gantt qui présente les mêmes données de façon différente. Pour cela, vous utilisez des logiciels spécialisés en gestion de projet, comme le MS Project. Le MS Project, c'est comme un Microsoft Project, c'est comme un Microsoft Excel, Word, dans le pack Microsoft. Même il y a une version payante du MS Project. Il y a aussi des logiciels tels que dans le management de projet, le logiciel Primavera. Primavera, c'est un logiciel libre, en open source. Sont assez rares en français. Seul Gantt Project propose une version libre en français, mais son utilisation n'est pas optimale. Donc, généralement, il y a MS Project, le pack de Microsoft, et il y a Primavera. Et bien sûr, il y a d'autres logiciels. Les éléments de temps pour les investisseurs. Vous aborderez ici une notion importante pour les investisseurs. Il vous faut donc avoir réponse à ces deux questions. Quand avez-vous besoin que l'investisseur débloque les fonds? Quand le remboursez-vous? Pour cette dernière question, il vous faut donner plus de précision, c'est-à-dire les modalités de sortie de l'investisseur. S'il s'agit d'un simple crédit chez un banquier, vous n'aurez qu'à négocier la durée du crédit et éventuellement prévoir un rapport des premières échéanciers. Si vous faites appel à des investisseurs privés, qu'ils soient business angels ou fonds de placement, vous devez rédiger une proposition de sortie en précisant les modalités ou bien le timing. Les éléments de temps pour les clients. Enfin, vous devez déterminer les périodes d'achat de vos futurs clients et répondre aux questions suivantes. Quel est le cycle d'achat de vos produits ou services? Quelles sont les périodes propices à l'achat de vos produits ou services? Ici, je parle sur des fois ce qu'on appelle les produits saisonniers. Quelles sont les périodes d'achat? Quelles sont les périodes creuses de votre activité? Je cite ici un exemple. Lorsque hier, je donne l'exemple d'une cimenterie. Les cimenteries, généralement, ont une période de maintenance annuelle. C'est presque un mois. Arrête les productions, arrête le travail et juste faire la maintenance des équipements. Donc, il faut bien planifier votre période creuse de votre activité. Quelle est la période nécessaire pour le renouvellement du produit, c'est-à-dire l'innovation ou bien lancer des nouveaux produits. Votre service génère-t-il des revenus récurrents? C'est-à-dire, je parle ici sur la phase de maturité. Comme vous savez, dans le lancement d'un nouveau produit, il y a 4 phases. La phase de l'innovation, R&D, recherche et développement, la phase de lancement, la phase de croissance, la phase de maturité et la phase de déclin. Généralement, il y a une matrice qui s'appelle BCG, Boston Consulting Group, qui démontre bien les différentes cases. La phase de lancement, il y a ce qu'on appelle le dilemme. La phase de croissance, c'est les stars. La phase de maturité, c'est la vache à lait. Et la phase de déclin, les points morts ou les points morts. Donc, les gens qui font l'analyse stratégique, généralement, connaissent bien la matrice BCG, Boston Consulting Group, qui a une relation avec la courbe de cycle de vie du produit. Maintenant, sixième question, c'est le O. C'est la partie la plus simple de ce questionnaire. En effet, si vous avez répondu aux questions précédentes, vous devriez pouvoir répondre aux questions suivantes avec beaucoup de facilité.
A, c'est la localisation de vos clients, où se trouvent vos clients potentiels, quel pays, quelle région, quelle ville. Maintenant, nous avons une autre vue, c'est le client international, hein, ou bien transnational si vous voulez. Donc, il faut bien préciser votre cible en matière de géographie. Est-ce que au niveau local, ou au niveau régional, ou bien au niveau national, même au niveau international. Où se trouve votre réseau de distribution, quel pays, quelle région, quelle ville? Bien évidemment, les deux réponses doivent être en adéquation. Donc, la relation entre votre clientèle potentielle et bien sûr votre réseau de distribution. C'est aussi le moment de se poser la question d'une ouverture possible à une étendue géographique plus importante. Avez-vous réfléchi sur une implantation plus large? Si oui, quel pays? Quelles seraient les conséquences? Quels moyens nécessaires seraient-vous amenés à mettre en œuvre? Quel impact sur votre organisation, sur votre structure? Quels en seraient les bénéfices? Donc, ça concerne la phase de l'extension ou bien la croissance de votre projet. Répondre à ces questions démontrera à vos investisseurs que vous avez une vision à moyen terme de votre projet et si les réponses sont raisonnables, vous valoriserez votre idée en prouvant que vous avez des possibilités d'expansion. Baisser la localisation de votre activité. Hein. L'implantation d'une entreprise ne se fait pas par hasard. Entre établissement de votre entreprise à votre domicile et l'obligation de faire construire une usine, la définition de l'implantation de votre siège social et des éventuels bureaux locaux aura une forte incidence sur votre projet. Il est donc nécessaire de répondre aux questions suivantes, particulièrement pour les entreprises de production. Où allez-vous vous implanter? Ici, il y a des techniques, ce qu'on appelle en English plant layout. Comment choisissez la localisation de votre unité de production, les sources d'énergie, les sources des matières premières, les transports, les moyens de transport, la vie ferroviaire, etc., les rues. Il y a plusieurs détails qui dans le choix de votre localisation. Avez-vous des aides de la région qui vous accueillera? Avez-vous sélectionné une zone franche pour diminuer vos charges de personnel? Hein, par exemple, les zones franches. Même la politique de fiscalité, hein, lorsqu'il y a des charges fiscales sur l'entreprise, et ça change d'une zone à autre. Avez-vous validé l'image perçue par les clients potentiels avec votre adresse? Voilà pourquoi certaines PME choisissent une domiciliation dans des lieux réputés comme les Champs-Élysées, par exemple, en France. Avez-vous validé les impacts en termes de transport? Pour les salariés proches d'un arrêt de bus ou une station de métro, pour les clients parking, lieux de fréquentation, pour les flux de produits, aires de livraison, accès à une zone de frais, etc. Donc, c'est une question de choisir la localisation pour votre activité. Maintenant, on passe aux 7e question, c'est le combien. Hein? Voilà, dans le cœur du projet, car c'est bien que l'impact financier de votre étude est important. Dans le domaine financier, l'imprécision n'a pas de place. N'hésitez donc pas à investir dans les conseils d'un expert comptable pour vous aider à remplir les tableaux présentés ci-dessous. La situation de votre entreprise. Pour chaque projet, les règles utilisées par les investisseurs pour déterminer leur rapport personnel ou bien pour leur apport financier sont différentes. Cependant, nous vous donnons 3 grands types de réflexion des investisseurs. Le A, c'est cas d'une création d'entreprise, hein, c'est-à-dire entreprise classique, hein, parce que la deuxième, c'est start-up. Donc, le premier cas, c'est le cas d'une entreprise ou bien création d'entreprise, entre parenthèses, classique. Un financier apportera beaucoup d'importance aux sommes que vous et vos associés allez investir à titre privé. En général, la hauteur de leur financement sera égale à celle que vous investissez vous-même.
C'est pourquoi vous devrez déterminer combien vous et votre équipe apportez en numéraire dans le projet, hein, ce qu'on appelle l'apport personnel. Quelle est la somme de love money que vous pouvez débloquer? Quels sont les montants des crédits que vous effectuez, vous et votre équipe, à titre personnel, c'est-à-dire en vous engageant sur vos biens propres? Face à ce total, évaluez le montant nécessaire pour le démarrage de votre activité. Si vos besoins sont supérieurs au double de l'ensemble de vos apports, réfléchissez sérieusement aux économies que vous pouvez faire dès à présent pour réduire vos besoins de financement. Deuxième cas, c'est le cas d'une start-up novatrice. Aucune règle. Demain, Inch'Allah, on va essayer de parler sur le business model d'un start-up, hein, et on va faire la comparaison entre le BMC et le business plan, le BP, hein, business plan. Business plan en français aussi, ce qu'on appelle le plan d'affaires. Hein. Aucune règle objective ne s'applique dans ce cas. Si votre projet est réellement novateur sur un secteur en pleine expansion, dans les tendances du marché, vous pouvez imaginer pouvoir lever des certains de milliers d'euros, voire plus. Chaque semaine, des entreprises lèvent des millions d'euros ou de dollars via des fonds de placement. Néanmoins, sachez que vous n'aurez qu'une seule chance auprès des investisseurs. À noter aussi l'importance des institutionnels de votre projet. Par exemple, si votre projet a été retenu par le CEO, vous multipliez par 10 vos chances de pouvoir lever du fonds, sinon vous risquez de trouver porte close. Le troisième cas, c'est le cas d'une entreprise déjà existante. Pour intéresser un financeur qui vous accompagnera dans votre croissance, vous devez premièrement avoir un chiffre d'affaires minimum de 150 000 euros, par exemple, par collaborateur, avoir plus de 3 ans d'existence, être rentable. Si vous ne respectez pas ces 3 règles, vous vous trouvez dans la même position que lors de la création d'une entreprise, avec peu de chances d'intéresser des investisseurs privés. Maintenant, on passe à autre chose, c'est les tableaux financiers. Hein. C'est l'outil des financiers, bien sûr. Les experts comptables, même les étudiants qui étudient comptabilité des finances, c'est bien ces tableaux financiers. N'oubliez jamais que les investisseurs sont avant tout des femmes et des hommes de chiffres. Ils maîtrisent particulièrement bien la lecture des différents tableaux d'analyse comptable ci-dessus. Voici les principaux documents sur lesquels vous devez travailler: les achats, les ventes, les frais généraux, les investissements, les empreintes, les frais de personnel, le besoin en fonds de roulement, le plan de financement, la TVA et la trésorerie. Attention à ne pas minimiser les coûts et à ne pas maximiser les revenus. Soyez modeste dans vos objectifs, sachant qu'il est souvent plus facile de gérer une entreprise dépassant ses espoirs que de manager une structure qui ne réalise pas ses prévisions. À noter, vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel Montpellier Business Plan. Allez voir, c'est le lien. Hein. C'est gratuit normalement. Et vous trouvez les tableaux suivants, donc les données se mettront à jour automatiquement, tel un tableau Excel. Le premier tableau, c'est les ventes. Dans votre business plan, vous noterez l'évolution de votre chiffre d'affaires, vos ventes par mois, sachant que les premiers mois d'activité seront plus axés sur la recherche de clients que sur la facturation de prestations. Donc, ça, c'est le tableau des ventes. Exemple de 6 mois, de janvier jusqu'à le mois de juin. Et nous avons le total du chiffre d'affaires et les activités. Produit 1, chiffre d'affaires hors taxe. Produit 2. Et à la fin, le chiffre d'affaires total hors taxe et anti-TC, toute taxe comprise. Donc, ça c'est à peu près, par exemple, on prend ici l'exemple les premiers 6 mois de l'activité. Un tableau sur 5 ans vous permettra ensuite d'évaluer l'évolution de l'activité de votre entreprise. Donc, le premier c'est de 6 mois, et maintenant le tableau de vente sur 5 ans, une série temporelle de 5 ans.
c'est-à-dire 60 mois. Hein. 5 fois 12 est égal à 60. Donc, nous avons les années A1, année 1, année 2, jusqu'à la 5e année, et les activité 1 jusqu'à l'activité N. Et voilà le total des activités. Le tableau d'encaissement des ventes, nous avons prépaiement, comptant à 30 jours, à 60 jours, à 90 jours et à 120 jours, et le total à 100%. Donc, les produits 1, produit 2, produit 3, etc., jusqu'à le produit N, et le pourcentage, le total du chiffre d'affaires. Le tableau d'encaissement mensuel, hein, l'exemple ici, c'est de 6 mois, mois de janvier jusqu'au mois de juin. Prépaiement comptant à 30 jours, à 60 jours, à 90 jours et à 120 jours, et le total encaissé. Le deuxième, c'est les achats. Hein, c'est le montant des achats que vous devez effectuer pour exercer votre activité. Dans le cas d'une entreprise de service, les achats sont faibles, voire nuls. En revanche, si vous produisez ou faites de l'achat-revente, ce tableau est primordial. Donc, tableau d'approvisionnement par produit, par exemple, exemple de 6 mois. Donc, nous avons les mois de janvier jusqu'au mois de juillet, et les produits achat, stock et taux de TVA, taxe sur la valeur ajoutée, TVA déductible, total d'approvisionnement hors taxe, total de TVA sur approvisionnement et total d'approvisionnement en TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise. Tableau de coût d'achat des ventes par produit. Ici, confession coût achat-vente, coût d'achat des ventes, taux de TVA, rappel total chiffre d'affaires hors taxe et total coût d'achat des ventes hors taxe. Les investissements, c'est l'ensemble des acquisitions que vous allez faire. On y retrouve les frais d'établissement, les frais de construction ou d'aménagement de vos locaux, vos achats en mobilier et en informatique, ainsi que les véhicules. Voici ce qu'on appelle le tableau des investissements. Donc, l'investissement immatériel, l'investissement immatériel, l'investissement financier et le total. Donc, premièrement, les investissements immatériels, les frais d'établissement dans les droits d'enregistrement, les honoraires de conseil, les frais de publication légale, les autres frais d'établissement, recherche et développement dans brevets et licences, prototypes, frais cirés, autres frais en recherche et développement, autre investissement matériel. L'autre côté, c'est l'investissement matériel, construction et agencement, matériel de production, matériel immobilier, matériel informatique, licence informatique, véhicules, autres investissements matériels. Et le troisième type, c'est l'investissement financier, caution non amortée, participation non amortée, autres investissements financiers non amortés et investissement en crédit bail. Le total, bien sûr, à la fin du total des investissements. Le quatrième, c'est les frais généraux. Ce sont l'ensemble des frais que vous allez avoir pour votre entreprise. Vous y trouvez les frais d'eau, d'électricité, de téléphone, de fourniture d'entretien, de fourniture de bureau, mais aussi le loyer, les frais d'assurance, les frais de communication, les frais postaux, les frais de recrutement. À cela, vous ajouterez le coût de prestation, le prestataire, par exemple, l'avocat, le comptable, l'expert comptable, etc. Et enfin, les impôts autres que sur le bénéfice. Donc, ici, l'eau, l'électricité, fourniture d'entretien, fourniture administrative, sous-traitance, revenant du crédit bail, loyer, charges locatives, locations diverses, entretien et maintenance, assurance, études de recherche, documentation, personnel extérieur à l'entreprise, les honoraires, documents commerciaux, communication, frais de déplacement, poste de télécom, services bancaires et autres. Bien évidemment, vous effectuez au moins pour la première année un tableau similaire avec une répartition mensuelle. Cinquièmement, les empreintes. Si vous empruntez de l'argent, que ce soit auprès de votre banquier ou de tiers, y compris la famille, vous devez noter le montant des remboursements en décomposant le remboursement du capital et les frais financiers. Donc, tableau des empreintes, destination de l'empreinte, date de la première échéance, montant de l'empreinte, taux d'intérêt annuel, durée en année, nombre d'échéances par an, montant de l'échéance,
dont capital remboursé, dont frais financiers. Donc, il faut remplir ce tableau, même soit pour les institutions officielles, telles que les banques, ou bien les fournisseurs, ou même les participants, et même les membres de famille. Hein. Vous faites un crédit de votre membre de famille. Sixièmement, le personnel. Dans le tableau du personnel, vous noterez le salaire de chacun de vos collaborateurs, salaire brut annuel divisé par 12 ou 13, suivant que vous incluez ou non un 13e mois. Il faut savoir que sur ce salaire, la déduction des charges salariales est de 20 à 25% en fonction des compléments de salaire, mutuelle, retraite complémentaire, etc. À cela s'ajoutent les charges sociales patronales pour une prise de montant moyen des charges est d'environ 50%. N'oubliez pas aussi de prévoir les congés annuels qui représentent 10% du salaire versé durant l'année. Une pratique consiste à intégrer dans le salaire horaire les congés payés. Attention, dans ce cas, le salaire minimum est égal au SMIC, hein, le salaire minimum national garanti, plus de 10%. Si par ailleurs vous avez décidé de récompenser vos salaires de prime, il faut rajouter les montants prévus dans le salaire brut et bien évidemment inclure les charges sociales. C'est-à-dire les cotisations, bien les charges sociales, hein, ou bien les retraites. Le tableau du personnel, hein, nous avons ici salarié numéro 1, salarié 2, jusqu'à la salarié numéro 1. Les charges patronales, nous avons le brut mensuel, le TP moyen, le coût annuel, le commercial partie fixe, prélèvement gérant non salarié, et jusqu'à un salaire indexé sur le chiffre d'affaires. Et ça montre avec un chiffre d'affaires, un montant du chiffre d'affaires et le coût annuel. Le total effectif moyen et le coût total, le taux moyen des charges salariales, c'est 23%, et le taux moyen des charges de gérants non salariés, c'est 36%. Pour 6 mois, par exemple, ici, de salarié 1 jusqu'à salarié 3, il y a le commercial préfixe, salaire indexé sur le chiffre d'affaires, total salaire brut, prélèvement des gérants non salariés, coût total de personnel. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle le salaire cotisable et le côté imposable. Hein. Les gens qui font la gestion des payes connaissent bien ce que maintenant, il y a même des logiciels pour gérer la paye des personnels. Hein. Ça, c'est le tableau d'encaissement, des encaissements des charges de personnel. À la fin, nous avons le total décaissement. Septièmement, le besoin en fonds de roulement, BFR. Le BFR, c'est parmi les ratios financiers. Hein. C'est un ratio parmi les ratios financiers les plus importants. Le besoin en fonds de roulement représente le décalage entre vos encaissements et vos encaissements, des encaissements. Et en effet, en admettant que vos prestations soient facturées en fin du mois, le temps de réaliser la facture, de la transmettre au client et celui d'être payé enfin par votre client peut bien prendre 15 jours à 4 mois. Il faut donc créer un tableau représentant l'ensemble des flux financiers prévus pour déterminer si vous allez avoir besoin des ressources financières sur le court terme. Dans ce cas, il faudra la valoriser et trouver la source de financement, découvert autorisé, emprunt bancaire, capital mis à disposition de l'entreprise, etc. Si vous avez opté pour des bons de paiement payables à l'avance, vous intégrez dans ce tableau cette trésorerie supplémentaire. Donc, ici, nous avons les stocks prévisionnels de année 1 jusqu'à la 3e année, coût d'achat des ventes hors taxe, stock en jour, stock achat, stock sur vente, total des stocks, les créances clients, chiffre d'affaires en TTC, toute taxe comprise, délai de règlement des prestations ou des produits payés d'avance en pourcentage, règle comptant, règle en 30 jours, à 60 jours et à 90 jours, et le total à 100%. Les créances fournisseurs,
je me rappelle ici, il y a un autre ratio, c'est le taux de rotation des fournisseurs et taux de rotation des vendeurs. Hein. Il y a l'achat en TTC, des délais de règlement, réglé comptant en pourcentage, 30 jours, 60 jours, 90 jours, et le total, et bien sûr, dette fiscale et sociale. À la fin, nous avons le total. À la fin de ce tableau, on va essayer de calculer chiffre d'affaires hors taxe, besoin en fonds de roulement en jour de chiffre d'affaires hors taxe, besoin en fonds de roulement, variation annuelle de besoin en fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, initial 1-1, cas de l'entreprise existante. À noter, même si contractuellement vos clients doivent payer comptant ou à 30 jours, augmenter cette valeur car dans les faits, il faut estimer à 15 jours le temps de traitement des factures. Ainsi, un paiement comptant est souvent payé à 15 jours. Vous remplirez donc 50% dans paiement comptant et 50% dans paiement à 30 jours. Huitième, c'est compte de résultats. Hein, le compte de résultats. Donc, dans le PCN, plan comptable national, nous avons le bilan se divise en actif et passif. Le parti actif, nous avons les investissements, les stocks et les créances. Et le parti passif, nous avons le fonds propre et les dettes. La classe 1, classe 2, la classe 1, les fonds propres, la classe 2, les investissements, la classe 3, c'est les stocks, la classe 4, c'est les créances, la classe 5, c'est les dettes, et 6 et 7, c'est les coûts, il y a les charges, 7, c'est les revenus, et les 8, c'est les résultats. Donc, c'est la classe 8, le compte des résultats. Donc, parmi les pièces comptables nécessaires, c'est TCR, hein, tableau de compte des résultats. Donc, le compte de résultats, ce tableau récapitule toutes vos saisies précédentes. Donc, chiffre d'affaires total, recherche et développement, et autres produits, total de produits, total achat consommé, total autres achats et charges externes, total consommation intermédiaire, valeur ajoutée, impôts et taxes, personnel, frais financiers sur empreinte, frais financiers et ajouts, dotation aux amortissements et résultats avant impôts et taux des impôts sur les bénéfices et impôts sur les bénéfices et résultats après les impôts autofinancement. Donc, la valeur ajoutée est la différence entre le total des produits et le total des consommations intermédiaires, facturation fournisseur. Elle représente la richesse créée par l'entreprise à partir de ses moyens internes, humains, techniques et financiers. Le plan du financement, ce tableau intégrera le capital social, les comptes courants des actionnaires, les éventuelles subventions et les avances remboursables. Si le capital est libéré partiellement, n'intégrez que cette valeur dans votre plan de financement. Donc, on peut voir ici le plan de financement. À la fin de ce tableau, nous avons les trésoreries initiales et total des ressources et total des besoins, et le cumul, bien sûr, cumul de hors autofinancement. Donc, nous avons deux bilans hein, à la fin. Au bilan d'ouverture, en cas d'entreprise existante, au bilan d'ouverture, donc lorsqu'un nouvel activité. Donc, au bilan actif, immobilisation brute, amortissement, total actif immobilise net, au bilan passif, capitaux propres, emprunt des dettes auprès d'établissements de crédit, et c'est le même à peu près dans les lorsqu'il nous avons un nouveau projet. Donc, à la fin, nous avons le total des capitaux permanents. La TVA, hein, vous devez prévoir quels seront les montants de TVA décaissés et encaissés par mois afin de déterminer si vous aurez à financer une fraction de celle-ci. Ce tableau n'est à présenter que sur demande des investisseurs. Donc, nous avons
le mois de janvier jusqu'à le mois de décembre, TVA sur les ventes, TVA sur les achats, TVA sur les immobilisations, crédit de TVA, TVA à décaisser, demande de remboursement TVA et TVA remboursée. La trésorerie, hein, ce dernier tableau reprend tous vos encaissements et vos décaissements. Il vous permet ainsi d'évaluer votre besoin ou bien votre excédent en trésorerie. Trésorerie en début de mois. Hein. Nous avons ici 6 mois, mois de janvier jusqu'au mois de juin. Achats en TTC, frais généraux TTC, rémunération nette, charges sociales payées salariales, les charges sociales et patronales, autres décaissements, investissement, échéance d'emprunt, TVA décaissé, autres remboursements, total décaissement, prestations et ventes en TTC, capital, compte courant, subvention et avance de remboursement. À la fin, nous avons total d'encaissement et besoin en trésorerie. Maintenant, on passe à autre chose. Présenter votre business plan pour le rendre efficace et séduire vos investisseurs. On va essayer dans ce chapitre, essayer de répondre comment présenter votre business plan pour le rendre efficace et séduire les investisseurs et les business angels. Nous serions amenés à présenter ce business plan suivant 3 modes. La note d'intention, le business plan sur forme de dossier papier et la version orale de ce dernier. À chaque outil, son objectif, son mode de présentation et son contenu. Premièrement, la note d'intention. L'objectif, c'est ce document papier a pour objectif de présenter à un investisseur potentiel votre projet sans pour autant lui en donner toutes les clés. Il doit susciter chez l'investisseur l'envie de recevoir le business plan complet, voire de nous octroyer un rendez-vous. Donc, l'objectif, c'est déclencher un rendez-vous, de ne pas impliquer dans les détails, juste, si vous voulez superficiellement, présenter votre projet. Le contenu, ce document est une lettre. Il doit donc respecter la structure classique de celle-ci, qui se résume en 5 verbes. Déterminer, l'objectif, reformuler, informer, attirer l'attention, agir, bien faire agir. Premièrement, détermine l'objectif. Pourquoi prenez-vous du temps pour écrire? Quel est l'objectif que vous désirez atteindre? Souhaitez-vous un conseil, pouvoir envoyer votre dossier ou solliciter un rendez-vous directement? La définition de cet objectif donnera le ton de votre courrier. Reformuler, la première partie de votre lettre va reprendre en 1 ou 2 phrases la synthèse de votre étude de marché et du besoin de consommateurs que vous avez identifié. Par exemple, l'étude de marché que nous avons réalisée en mai 2010 sur 650 entreprises a démontré que 83% d'entre elles ont un projet de changement de système téléphonique et souhaitent s'équiper en VoIP2 pour bénéficier à la fois de la souplesse de cette technologie et réaliser des économies substantielles. Ça, à peu près, une manière de reformulation. Troisièmement, informer. Dans ce paragraphe de 3 à 4 lignes, vous présenterez votre projet. La rédaction s'effectue au présent. Exemple, notre société propose depuis 4 ans une solution de téléphone professionnel sur Internet. Nos clients actuels, alors qu'ils ne sont pas liés par un engagement de durée, nous sommes tous fidèles et apprécions la qualité technique de notre solution ainsi que le service que nous leur apportons. Troisièmement, attirer l'attention, c'est le message lié à l'objectif. Dans cet exemple, le rédacteur de ce courrier souhaite obtenir un rendez-vous pour solliciter une contribution auprès d'un fonds de placement. La maîtrise de notre technique et la pertinence de notre offre commerciale
nous amène à vous solliciter pour une augmentation significative de notre capital. Cela vous permettrait de réduire les frais fixes par client et ainsi dégager un retour sur investissement dont vous pourrez bénéficier. Quatrième, c'est agir ou bien faire agir. De trop nombreux courriers se finissaient par « je reste à votre disposition », c'est-à-dire de façon passive. Au contraire, vous prenez le temps d'écrire. Cela mérite soit une action de la part du destinataire du document, soit une action de votre part. L'exemple, c'est pourquoi nous souhaiterons vous rencontrer avant fin juin 2010, par exemple, afin d'être opérationnel pour le dernier trimestre de cette année. Bien évidemment, vous concluez par une formule de politesse. Hein. C'est la présentation. Ça, c'est l'essentiel ici. Hein, la présentation. Comment présenter votre business plan. Comme toutes vos lettres, vous l'imprimerez sur un papier de très bonne qualité. Les phrases seront courtes, idéalement de moins de 20 mots, et vous utiliserez les mots forts. Dans la mesure du possible, cette lettre sera nominative. Vous pouvez trouver le nom de votre correspondant, soit via les réseaux sociaux, vidéo, LinkedIn, etc., soit dans la presse professionnelle, soit tout simplement en appelant le standard du destinataire. N'oubliez pas que ces établissements reçoivent de nombreux courriers. Parmi ceux-ci, une grande partie est éliminée à cause de la mauvaise rédaction ou des fautes d'orthographe. Une seconde partie, car le projet n'est pas en adéquation avec les objectifs de ces entreprises. Et qu'une toute petite partie sera lue avec attention. En conclusion, soignez la présentation et ne dispersez pas ou bien désespérez pas si vous n'avez pas une réponse positive dès votre premier envoi, que la communication par mail n'est pas de mise par un premier échange, sauf si l'institutionnel le demande, que vous n'aurez qu'une seule fois pour faire bonne impression. Cette lettre est donc primordiale. Le deuxième, ça c'est l'oral, hein, ça c'est la présentation orale. Maintenant, le business plan papier, la version papier ou bien version imprimée. La rédaction du business plan est la deuxième étape de votre parcours à la recherche de financement et sera décomposée en deux parties. La première est celle que vous diffuserez. Ce document d'une vingtaine de pages devra être édité pour la diffusion à vos investisseurs. Il respectera un plan que vous allez découvrir ci-dessous. La seconde partie vous est réservée, c'est une liste d'annexes qui reprendront de nombreux éléments que vous avez préparés initialement. La version à diffuser, ce document est la quintessence de votre travail de préparation. C'est à la fois une présentation commerciale, puisque vous devez vendre votre projet, mais aussi un document de synthèse qui doit amener son lecteur à la réflexion. Le plan est son contenu. Il y a autant de plans possibles que de projets. Néanmoins, nous avons privilégié celui que vous trouverez dans l'outil gratuit que nous vous suggérons de télécharger, Montpellier Business Plan. Essayez de visiter ce site, Montpellier Business Plan. Et normalement, il était gratuit. L'introduction d'une demi-page, vous planterez le décor, expliquez le contexte de votre projet. En fait, vous reprenez des arguments de la partie reformulée, de la note d'intention. La présentation générale, elle est décomposée en deux parties. L'exécutif samouraï, hein, le résumé exécutif, si vous voulez, en français. Ce chapitre va résumer l'ensemble du dossier, y compris les données chiffrées, en une ou deux pages, ou décrire votre structure de sa progression, ses objectifs en termes de chiffre d'affaires et surtout de marge, vos forces et faiblesses, qu'elles soient structurelles ou financières, vos arguments commerciaux, vos outils marketing et votre vision de l'entreprise sur 5 ans. Ainsi, un lecteur banquier, par exemple, doit pouvoir évaluer votre entreprise pour vous guider. Voici la structure logique de ce texte. Donc, premièrement, l'opportunité d'entreprendre, le marché et sa concurrence,
le business model, vos sources de revenus, le profil de l'équipe porteuse du projet, la stratégie de développement et les moyens à mettre en œuvre, un tableau prévisionnel allégé de l'année 1+5 présentant votre chiffre d'affaires hors taxe, vos résultats nets, vos effectifs et vos besoins en financement. L'exécutif Samouraï, le résumé exécutif, doit répondre aux questions qui, quoi, comment, combien, quand et comment. La fiche d'identité d'entreprise, la raison sociale, le titre de l'activité, la forme juridique, la date de création, l'effectif, le chiffre d'affaires hors taxe, l'adresse du siège social, le code NAF, hein, chez nous par exemple c'est le NIF, hein, le numéro d'identification fiscale, le numéro de SIRE, le numéro de téléphone, le mail personnel du porteur de projet, l'adresse site internet, le nom du dirigeant, ainsi que sa date de naissance et la répartition du capital entre les différents actionnaires avec leur prénom et nom. La photo de l'entreprise au jour de la rédaction du business plan, mais en valeur de l'historique de tout ce qui a été réalisé commercialement, techniquement et humainement, de tout ce qui a été décidé au niveau économique et la structure des ressources humaines mise en place. Présentation de l'équipe, porteuse du projet, à l'aide des réponses au questionnaire, vous devez mettre l'accent sur la capacité de l'équipe à mener à bien votre projet, qui sera un facteur déterminant dans l'obtention de fonds. Une équipe soudée, complémentaire en termes de compétences, avec des compétences ou bien des expériences significatives, et surtout qui a envie de s'investir et de réussir sont des critères fondamentaux à valoriser dans votre description. Il est à noter qu'une entreprise constituée de plusieurs dirigeants est toujours plus appréciée des institutionnels et des clients. En effet, cela limite les risques d'arrêt d'activité si l'entreprise est dirigée par une seule personne qui, pour des circonstances externes à sa volonté, ne serait plus en état de tenir son rôle de manager, maladie ou bien accident de travail, etc. Bien évidemment, l'accord de financement dans une entreprise de devenir existante va demander des compétences de plus en plus pointues. Il est éventuellement nécessaire d'informer vos apporteurs de fonds sur le point faible de l'équipe et les moyens que vous avez identifiés pour le compenser, formation, embauche, recrutement, etc. Vous devez décrire les actions prévues pour supprimer ces points faibles et prouver que vous avez pris acte de leur existence. Il serait dommage que ce soit les financiers qui mettent l'accent sur certains points noirs que vous n'auriez pas perçus ou que vous auriez minimisés. Trop de présentations d'équipe se résument à des listes de compétences, à la mise en avant du seul savoir-faire. Si oublier que l'homme a aussi un savoir-être, les financiers apprécient la présentation du savoir-être de chaque membre de l'équipe et des valeurs fondamentales qui unissent celles-ci. C'est grâce à la description de ce fil rouge de Simon qui vous soude, de la confiance que vous avez les uns pour les autres, que vous donnez de la crédibilité à votre équipe et qu'elle donnera confiance aux investisseurs. L'équipe élargie, vous présenterez ici les cadres que vous avez embauchés dans votre entreprise et les différents partenaires qui vous apportent des compétences complémentaires. Le produit, en deux phases, ou bien en deux phrases, vous devez décrire le produit ou le service que vous venez ou allez vendre. N'hésitez pas à inclure une photo ou un graphique qui doit permettre à vos interlocuteurs de comprendre en un clic d'œil, ou bien un clin d'œil, de quoi vous parlez. Les clients, dans le cas d'une entreprise existante, décrivez la typologie de vos clients. Pourquoi ne pas intégrer des testimoniaux de vos clients actuels ou, si vous êtes en mode projet, des déclarations d'intention des clients potentiels. Ces références devront mettre en avant l'avantage de votre service ou de votre produit dans la vie d'un acheteur. Et maintenant, le marché.
il y a l'étude du marché. Vous présenterez la méthodologie mise en place pour réaliser votre étude de marché ainsi que les sources des différentes affirmations que vous donnerez. Ensuite, vous mettez en avant les résultats de vos enquêtes et les principales conclusions que vous en tirez pour votre projet. L'état de l'art. Dans le cas d'un produit technologique, vous devez présenter, sans utiliser le vocabulaire technique, l'état de l'art dans votre domaine d'intervention. Si possible, indiquer aussi le cycle de vie du produit, ses perspectives d'évolution technologique, avec des dates, si possible, les développements les plus récents, ainsi que des technologies concurrentes. Ici, je peux vous conseiller de voir une émission télévisée. C'est une série des émissions qui s'appelle Shark Tank. Shark Tank. Il y a plusieurs versions, la version française, l'origine c'est américain. Il y a plusieurs versions, même il y a une version arabe. Essayez de faire une recherche sur YouTube, Shark Tank. C'est une mission des jeunes porteurs de projets, essayer de défendre leurs proches. C'est très intéressant. Hein? Deuxième, c'est le contexte. C'est nécessaire d'écrire l'environnement réglementaire, social, politique, etc., dans lequel votre entreprise évoluera si votre activité intervient au risque d'intervenir dans un secteur politique. Notez les lobbies qui pourraient être favorables ou défavorables à votre projet. La demande, précisez comment vous évaluez le marché quantitativement et qualitativement sur la zone géographique que vous avez définie, les différents segments du marché que vous souhaiterez conquérir, les habitudes d'achat de vos futurs clients, l'importance des perspectives et des délais moyens de règlement. Ajoutez à cette analyse globale les résultats des études que vous avez réalisées envers des prospects identifiés, les motivations des futurs clients, les demandes exprimées en termes de fonctionnalités ou de services, les niveaux de prix psychologiques, les réponses négatives, etc. La concurrence, il s'agit de faire un état des lieux sur vos concurrents directs et indirects en précisant leur nombre, leur taille et leur part de marché. Intégrer un comparatif entre votre offre et celle de votre concurrent les plus proches en analysant l'ensemble du process de vente. Démarche commerciale, budget de communication, prix, qualité, délai de livraison ou de réalisation, niveau de service associé, le mode de distribution, service après-vente par exemple, etc. Enfin, vous finirez ce chapitre par la démonstration factuelle contre le marché, les besoins exprimés et les concurrents. Il existe une réelle opportunité de créer ou de faire grossir votre entreprise. N'hésitez pas à rédiger en une vingtaine de lignes ce qui vous rend unique. Maintenant, stratégie de développement et plan d'action. Le business model, c'est-à-dire comment l'entreprise va générer des revenus et de la marge. J'ouvre ici une parenthèse. À l'université où je travaille, il y a plusieurs étudiants qui par exemple, qui travaillent sur des startups, essayer de créer des plateformes, des fois même des applications Android, des applications mobiles, par exemple, des fois, comme la dernière fois, une application à peu près comme Booking ou bien TripAdvisor, une application de réservation des hôtels, par exemple. Mais lorsque je pose la question, quel est votre business model, c'est-à-dire comment l'entreprise va générer des revenus. Des fois, les étudiants ne sachent pas comment générer des revenus. Donc, l'application, par exemple, la dernière fois, il y a une étudiante, et même générée ou bien sur mobile, application mobile, de prendre un rendez-vous avec les médecins. Mais à la fin de notre discussion, elle n'a pas pu répondre à notre question comment on va générer des revenus. Est-ce qu'avec des abonnements, avec une marge, ils ne connaissent pas comment générer des revenus. Ça, c'est ce qu'on appelle le business model.
La stratégie produit, dans l'adéquation du produit avec le marché, caractéristiques techniques, avantages, services associés, etc. Votre positionnement en termes de prix avec le rappel de votre analyse de marché, votre programme de recherche et développement, le timing, résultats, subventions, certifications, accréditation et tout ce qui concerne la protection juridique de votre produit. La stratégie de production, avec la démarche de fabrication du produit internalisé ou externalisé, méthodologie des 5M, Man, Methods, Money, Machine, Management, la liste des fournisseurs sélectionnés avec les caractéristiques contractuelles, quantité, prix, durée, niveau d'engagement réciproque et conditions de paiement, le budget de production et le coût de revient unitaire. La stratégie commerciale et les plans d'action. Présentez-vous l'objectif de vente par produit, par segment de marché et par secteur géographique. Expliquez les systèmes de distribution retenus, l'organisation et les objectifs de la force de vente. En complément, présentez votre plan de communication. Le calendrier de projet. Présentez de façon simplifiée les différentes étapes de votre projet en mettant en avant l'atteinte du point MA. Pour chaque étape, précisez les actions prévues en cas d'atteinte de l'objectif et les mesures correctrices en cas de non-atteinte. L'organisation des moyens, les moyens humains dans l'organigramme de la structure actuelle et à venir, la politique ressources humaines, rémunération, formation, méthode de recrutement, etc. et les valeurs de votre entreprise. Les moyens techniques, c'est-à-dire tous vos besoins en termes de matériel et logistique, leur coût, leur financement, leur emplacement géographique, et ainsi que les travaux nécessaires à la mise en fonction. La structure juridique, c'est le dernier. La structure juridique actuelle ou retenue et son éventuelle évolution. Et enfin, le SWOT final, reprenant l'ensemble des forces et faiblesses, menaces et opportunités que vous avez décrites dans le chapitre précédent. Enfin, un résumé présentant vos besoins de financement, positivant les points clés de votre document et finissant sur les ambitions de votre projet et sur le retour sur investissement prévu pour les investisseurs. Dernier point, les annexes. Les annexes ne doivent pas forcément être jointes au business plan, mais vous devez néanmoins les réaliser afin de pouvoir les envoyer à la demande des investisseurs potentiels, préparer notamment les documents juridiques, dont les statuts, le pacte actionnaire, les différentes brevets s'ils existent, les contrats de licence, les contrats avec les fournisseurs, les principaux clients, etc. Les documents commerciaux, dont l'étude du marché complète et l'ensemble de vos outils de communication, les documents techniques et plans des produits, les catalogues, par exemple, etc. Les CV complets des dirigeants, les tableaux de bord de gestion et la description de votre CRM, Customer Relationship Management. Si votre entreprise existe déjà, les bilans des 3 dernières années. La présentation, comme pour lettre d'intention, vous ferez attention à la syntaxe et la grammaire. Vous rédigez des phrases courtes en précisant à chaque fois vos sources lorsque vous affirmez des faits. La première page reprendra votre logo et le titre de votre projet. Vous noterez la version du business plan et la date d'impression de celui-ci. Pour les autres pages, vous mettez en tête votre logo et le titre du projet et en bas de la page la numérotation des pages, la date d'impression et le numéro de version du document. N'hésitez pas sur la qualité du papier car c'est ce support qui transmet en partie d'image de votre société. Enfin, si vous pouvez ajouter des photos, des illustrations et des graphiques, ceci va en 1000 minimum. B, la version pour la présentation. Si vous êtes invité à présenter votre projet oralement, sachez que vous serez face à plusieurs types d'interlocuteurs, c'est-à-dire un responsable de projet, un financier, un expert technique dans votre domaine d'activité. Chacune de ces personnes a sa propre façon de comprendre et un niveau d'intérêt lié à ses compétences. Avant d'intervenir, demandez combien de temps
vous y allouer pour présenter votre projet afin de vous caler sur leurs obligations. Le point le plus important de votre présentation se passe dans les 30 premières secondes. C'est à ce moment-là que vous devez accrocher vos interlocuteurs. Chacun d'entre eux a besoin de savoir pourquoi est-il ou bien il est présent, quel est l'objectif final de la présentation, combien de temps celle va durer, quand il va pouvoir poser des questions et enfin, le plus important, en quoi il doit se sentir concerné. Premièrement, le début de l'intervention, en moins de 30 secondes, vous devez répondre à ces questionnements. Pour cela, votre début de présentation ou bien de prestation orale devra suivre un cheminement logique. Intro. Cet acronyme vous donne la liste des phrases clés de votre intervention. Intro, I-N-T-R-O, acronyme I comme intérêt, quel est le contexte du marché, quels sont les besoins des futurs clients. N comme nécessité, pourquoi vous avez décidé de vous positionner sur ce marché et en quoi cela peut intéresser les investisseurs présents. T comme temps, combien de temps la présentation va durer. R comme réponse, quand les participants pourront-ils poser des questions à la fin de la prestation ou pouvant-ils intervenir lors des temps de questions prévus au cours de l'intervention. O comme objectif, quel est l'objectif final de la présentation, c'est-à-dire quelle décision vous attendez des participants, en général, le montant du financement demandé et le timing de versement de celui-ci. Exemple de début de présentation d'un projet, donc intro, I-N-T-R-O, intérêt, nécessité, temps, réponse, objectif. Intérêt toujours à la recherche d'une meilleure productivité. Les entreprises essaient de diminuer leurs frais fixes. Le budget téléphonique en est un parfait exemple et 83% des entreprises interrogées lors de notre étude de marché ont montré un intérêt à passer à la technologie de la voix sur Internet. Cette étude a été confirmée par les conclusions du cabinet EDAT. Une nécessité, notre société propose depuis 4 ans une solution de téléphone professionnel sur Internet. Nos clients actuels, alors qu'ils ne sont pas liés par un engagement de durée, ne sont tout fidèles et apprécient la qualité technique de notre solution et le service que nous leur apportons. Vous positionnez en tant qu'investisseur et pour vous, synonyme d'un retour sur investissement rapide. Le T, ce qui concerne le temps, cette présentation de 20 minutes est destinée à vous faire mesurer l'importance du marché et les moyens que nous souhaiterons mettre en œuvre pour atteindre un objectif de prise de marché à hauteur de 5%. R, réponse, à la fin de cet exposé, vous aurez 30 minutes pour me poser des questions auxquelles je vous donnerai des réponses les plus précises possibles. Et enfin, O, objectif, vous serez alors en mesure de décider si vous souhaitez vous accompagner dans notre croissance et apporter les 500 000 € qui nous sont nécessaires. Le contenu, bien le contenu de l'intervention. Il faut se souvenir que si vous êtes convié à présenter votre projet, c'est que votre business plan papier a déjà attiré l'attention de vos interlocuteurs. Inutile donc de répondre le plan de document envoyé, ce que vaut le financier lors de cette réunion est triple. Valider si le porteur du projet et son équipe est fiable, motivé et convaincant. Valider si les éléments transmis ne sont pas farfelus. Poser des questions sur des éléments pour lesquels ils n'ont pas ou des réponses dans votre à l'aise. Donc, dans ce genre d'intervention, vous ferez votre présentation sans support. Donc, sans support et
visuel afin que vos interlocuteurs se focalisent sur vous, sur vos propos, sur votre personnalité. Autrement, utilisez un PowerPoint au niveau du plan. Pourquoi ne pas reprendre la questionnaire du quotidien qui vous servait à élaborer votre présentation papier, qui, quoi, comment, pourquoi, quand, où, combien. Ne lisez jamais vos slides car alors vous tournerez le dos au public, ce qui n'est pas très bon exemple pour nous. Ne mettez pas plus de 5 phrases par diapositive et commentez-les oralement sans note, sachant parler sans vous presser 150 minutes au lieu de 200 lors d'une conversation courante. Troisièmement, les questions-réponses. Attention, c'est la partie la plus risquée de votre intervention. Les investisseurs ont des ratios spécifiques par activité et connaissent tout un tas de moyens pour vous déstabiliser. Ils vont analyser vos compétences afin de voir si vous maîtrisez votre projet, si vous avez géré votre stress et si vous souhaitez vraiment y arriver. Ayez toujours sous la main les réponses que vous avez rédigées lors de la constitution de votre dossier. Cela permet de retrouver des éléments que vous n'avez peut-être plus en mémoire. Idéalement, vous aurez rédigé chaque fiche, qui, quoi, comment, pourquoi, quand, où, combien, afin de pouvoir les distribuer à vos interlocuteurs. Donc, pour conclure, petite conclusion, réaliser un business plan est un véritable travail de recherche qui vous oblige à trouver les réponses à un nombre très important de questions. Au cours de son élaboration, vous et vos associés avez été obligés de remettre en cause les idées de départ et d'affiner votre offre. Il vous a permis sûrement de trouver les fonds nécessaires à la réussite de votre projet ou à la croissance de votre activité. Néanmoins, ce serait dommage qu'une fois terminé, ce document soit archivé. L'entreprise et son environnement sont des mondes vivants en perpétuelle évolution. Une fois le business plan terminé et riche des premières expériences de votre entreprise, vous devez commencer le business plan suivant, retravailler les SWOT et continuer à réfléchir pour améliorer encore et toujours votre offre de produits et de services. Nous vous souhaitons donc bon courage. Donc, je termine ici et le reste sera demain, Inch'Allah. Donc, s'il y a des questions, la parole est à vous, notre collègue Malek. Merci à vous, docteur, pour tous vos questions, pour ceux qui ont des questions. S'il vous plaît, soit levez la main, soit... Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Et merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Nous avons Abdoulaye Diao. Abdoulaye, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. D'accord. Merci, madame, pour la parole. Merci encore, monsieur le docteur, pour cette brillante présentation qui nous est très, très utile. Je voulais revenir un peu sur la présentation. C'est-à-dire, si on a fini le business plan et on veut présenter devant, bon, souvent il y a des compétitions ou bien des concours comme ça où on demande de venir présenter, par exemple, son projet. Donc, je vais dire, ce sera un peu le résumé parce que, bon, vu que le business plan, c'est une vingtaine de pages, on ne peut pas tout présenter à la fois. Quel est le temps, en tout cas, plutôt raisonnable pour faire une telle présentation si on ne nous a pas forcément fixé un temps? Bon, d'autres aussi, je pense que généralement, on fixe le temps. Et est-ce que ce sera sûrement un résumé ou bien est-ce qu'on peut vraiment essayer de dérouler vite fait tout le business plan? Très bien. Merci Abdoulaye. Très intéressant, une question très intéressante. Dans le monde des startups et des business plans, nous avons en anglais ce qu'on appelle elevator pitch. Elevator pitch, c'est le parole dans un ascenseur.
Donc, elevator pitch, imaginez que vous êtes à un rendez-vous ou bien vous êtes à l'occasion de rencontrer un business angel ou un investisseur dans un ascenseur. Donc, vous n'avez pas de temps, beaucoup de temps. Donc, juste quelques minutes, 2 ou 3 minutes. Comment présenter votre projet dans 2 ou bien 3 minutes. Donc, ça, généralement, le business plan orienté vers des banquiers, des investisseurs dans des conditions un peu spéciales. Mais parce que le business plan détermine les détails de votre projet. Donc, généralement, il faut bien structurer votre idée, il faut bien comprendre tous les détails de votre projet et essayer de présenter votre business plan par exemple, de 15 ou bien 21 minutes. Donc, ça, c'est à peu près le minimum. Mais dans le cas des startups, vous n'avez pas de temps et ils vont inventer ce mot elevator pitch. Demain, Inch'Allah, on va essayer de faire une petite comparaison entre le business plan et le BMC, Business Model Canva, le modèle de 9 blocs. Je pense que le business plan, Business Model Canva, c'est le modèle plus abstrait, hein, c'est-à-dire très rapide, facile à présenter. Et demain, Inch'Allah, on va essayer de montrer et on va essayer de mettre la différence entre le business model et le BMC, le business model Canva. Donc, merci pour votre question, M. Abdullah. Hein. D'accord, merci beaucoup. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Nous avons une question M. Hadji. La question est suivante. Quelle erreur faut-il éviter dans un business plan? Quelle erreur? Quelle erreur faut-il éviter dans un business plan? Premièrement, essayez d'éviter éviter le stress. Hein. Généralement, il y a ce qu'on appelle le trac. Hein. Prendre la parole au public, c'est pas facile, mais essayez de minimiser le trac, le stress, hein, premièrement. Deuxièmement, essayez d'éviter de parler sur votre point faible. Donc, essayez d'attirer les investisseurs, essayez de montrer le côté positif de votre projet et être apte à accepter les critiques des investisseurs ou bien les banquiers. Donc, il y a quelques points, essayez de l'éviter, hein, les points faibles et quelques détails, et essayez de définir ou bien bien présenter votre idée, votre projet. Dans la présentation, il faut maîtriser bien votre présentation parce que les gens essaient de gagner la confiance des gens, hein, parce que ce sont des business angels, hein, des investisseurs qui vous donnent le fonds, hein, d'argent. Donc, il y a plusieurs préoccupations. Donc, j'ai une documentation, hein, dans ce sens, qui a une relation avec les soft skills, ou bien le savoir-être. Quels sont votre savoir-être ou bien votre soft skills qui concernent en relation avec votre personnalité et pour mieux présenter votre business plan. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat.
Pas de questions? Tout est clair? La suite sera demain, Inch'Allah. Notre troisième partie sera demain, Inch'Allah. On va essayer de parler sur les domaines des startups, généralement des startups étudiantines, hein, pour encourager nos chers étudiants à lancer votre business, votre startup ou votre projet. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au deuxième cours de l'atelier d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous n'avons pas encore terminé notre atelier. Veuillez, s'il vous plaît, nous rejoindre demain à 16 h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite pour notre dernier cours de cet atelier. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On se verra Inch'Allah demain. Ou encore, nous avons également le dernier cours de la formation de demain, déploiement des infrastructures cloud. Ou encore, nous pouvons vous voir ce soir avec la formation de l'introduction à l'analyse des réseaux sociaux et également demain avec la formation de l'alphabet arabe. Tous deux auront lieu à 19h30 selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée et un bon vendredi. Au revoir.